Tu es encore en train de faire du mélodrame, Béatrice. C'est juste de la soupe. La voix de Tyler résonna dans l'élégante salle à manger, et je sentis tous les regards se tourner vers moi. Les lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les nappes blanches, illuminant les visages de ses collègues et de leurs partenaires, qui observaient la scène avec des degrés divers de curiosité et d'inconfort. Mon fiancé était assis en face de moi, son beau visage tordu par ce sourire narquois familier, celui qui précédait toujours une cruauté déguisée en plaisanterie. Il fit glisser le bol en porcelaine sur la surface en acajou poli, son contenu clapotant légèrement, tandis que l'arôme incomparable des crustacés montait vers moi. Une bisque de homard, le plat signature du restaurant, selon le menu que j'avais spécifiquement évité lors de la commande. Tyler, je t'ai dit que je ne pouvais pas manger ça, dis-je doucement, essayant de garder une voix ferme. Tu connais mon allergie. Une allergie que tu n'as jamais vraiment testée, répondit-il en haussant un sourcil. Comment sais-tu seulement qu'elle est réelle? Peut-être que tu t'en es convaincu simplement parce que ta mère te l'a dit une fois quand tu étais petite. Quelques rires nerveux parcoururent la table. C'étaient ses proches, après tout, ses collègues du cabinet d'architecture où ils travaillaient comme associés juniors, leurs épouses et petites amies, tous réunis pour ce dîner mensuel que j'en étais venu à redouter. Au cours des 3 années passées ensemble, ces soirées étaient devenues des spectacles où Tyler faisait étalage de son esprit à mes dépens, et j'avais appris à sourire malgré tout. Je m'appelle Béatrice et j'ai 25 ans. Je travaille comme graphiste pour une petite agence de marketing à Charlotte, en Caroline du Nord. Et jusqu'à cette nuit-là, je m'étais convaincu que la vie que je construisais avec Tyler était celle que je voulais. Nous étions fiancés depuis 8 mois, la bague à mon doigt étant le symbole d'un avenir dont j'étais de plus en plus incertaine. Mais j'avais tellement investi, j'avais dit à tout le monde que nous allions nous marier, j'avais déjà commencé à planifier le mariage. Partir semblait impossible. Allez, juste une gorgée, insista Tyler en rapprochant le bol. Je parie qu'il ne se passera absolument rien. Tu as probablement guéri avec le temps. Je sentis ma gorge se serrer non pas à cause de l'allergie, mais à cause de cette sensation familière d'être prise au piège. La soupe se trouvait à quelques centimètres de mes mains, sa surface orange riche brillant sous les lumières. Je savais ce qui arriverait si j'en consommais ne serait-ce qu'une petite quantité. Mes lèvres gonfleraient. Ma gorge se contracterait. Mon corps se révolterait contre les protéines que mon système immunitaire avait désignées comme des ennemis. J'avais vécu avec cette certitude toute ma vie. Je transportais un auto-injecteur d'épinéphrine dans mon sac depuis que j'étais en âge de comprendre pourquoi j'en avais besoin. Je ne vais pas la manger, Tyler, dis-je plus fermement cette fois. Dieu, tu es épuisante, murmura-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Toujours à tout ramener à toi et à tes soi-disant problèmes. La femme à sa gauche me lança un regard compatissant. J'avais déjà vu ce regard sur le visage d'autres femmes, des femmes qui reconnaissaient ma situation mais ne disaient rien parce que ce n'était pas leur place, parce que Tyler était charmant, réussissait et venait d'une bonne famille, parce que ce qu'il faisait n'était pas techniquement illégal ou même ouvertement abusif. Il me testait, tout simplement, il plaisantait, il repoussait les limites d'une manière qui pouvait toujours être expliquée comme une espièglerie étant allée un peu trop loin. J'ouvris la bouche pour répondre, pour faire un commentaire de diversion qui dissiperait la tension et permettrait à la soirée de continuer son rythme inconfortable, quand une voix venant de ma droite immédiate m'arrêta net. Elle a dit non. Les mots étaient calmes, mesurés, et empreints d'une autorité qui fit instantanément taire la table. Je me tournai vers l'homme assis à côté de moi, quelqu'un que j'avais à peine remarqué en m'asseyant, absorbé que j'étais à me préparer pour une autre soirée d'humiliation subtile. Il avait environ une 30aine d'années, des cheveux noirs parsemés de gris prématurés aux tempes et des yeux couleur d'ardoise. Il portait son costume comme une seconde peau élégant sans être ostentatoire et sa présence dégageait une puissance tranquille qui rendait les gesticulations de Tyler juvéniles. « Pardon, dit Tyler, son sourire narquois vacillant. Votre fiancée vous a dit qu'elle avait une allergie et vous a demandé de ne pas pousser cette soupe vers elle, dit l'homme, sa voix toujours parfaitement égale. Une allergie aux crustacés peut provoquer un choc anaphylactique. Cela peut tuer quelqu'un en quelques minutes. Ce que vous faites n'est pas une blague. C'est une mise en danger délibérée d'autrui. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais été si occupé à essayer de gérer la soirée que j'avais oublié que ce dîner incluait un invité extérieur au cercle habituel de Tyler. Quelqu'un d'important, apparemment. Quelqu'un lié à un projet de développement majeur que le cabinet poursuivait. J'avais entendu Tyler le mentionner en passant, mais les détails s'étaient brouillés avec tout le reste de son travail.
Je m'amusais juste un peu, dit Tyler, le visage rougissant. Elle sait que je ne la forcerai pas vraiment à en manger. Ah bon, m'entendis-je dire, et ces mots me surprirent autant qu'ils semblèrent surprendre les autres. L'homme à côté de moi se tourna légèrement et nos regards se croisèrent pour la première fois. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, aucune condescendance, juste une reconnaissance calme que ce qui venait de se passer n'était pas acceptable et que j'avais tout à fait le droit d'être bouleversé. À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Une fissure apparut dans les fondations de tout ce sur quoi j'avais construit ma relation. Et à travers cette fissure, la lumière commença à s'infiltrer. J'avais passé 3 ans à apprendre à me faire petite, à rire de commentaires qui faisaient mal et à justifier des comportements qui auraient dû être inexcusables. Et voilà qu'un étranger, quelqu'un qui n'avait aucun intérêt personnel dans mon bien-être, venait de dire « non » en mon nom quand je n'arrivais pas à le dire assez fort moi-même. La soupe restait entre nous, refroidissant rapidement, symbole de tout ce qui n'allait pas dans la vie que je menais. Le visage de Tyler était passé de l'embarras à la colère, ce genre de ressentiment bouillonnant qui, je le savais, exploserait plus tard une fois que nous serions seuls. Mais pour l'instant, devant ses collègues et cet invité manifestement important, il devait ravaler sa rage. « Très bien, dit-il sèchement. Je vais demander au serveur de l'emporter. » Mais le mal était fait, et nous le savions tous les deux. La soirée se poursuivit dans une ambiance tendue. La conversation était guindée et superficielle, chacun essayant de prétendre que rien d'important ne s'était produit. Tyler but plus que d'habitude, son rire devenant plus fort et plus forcé au fil des heures. Je restais silencieuse, picorant mon repas soigneusement choisi, sentant le poids de la présence de l'étranger à mes côtés comme une barrière protectrice que je n'avais pas soupçonnée nécessaire. Je ne connaissais pas encore son nom. Je ne savais pas qu'il dirigeait l'une des sociétés de développement immobilier commercial les plus prospères du Sud-Est, ni que sa réputation d'intégrité et de loyauté en affaires était légendaire à Charlotte. Je ne savais pas qu'il avait accepté d'assister à ce dîner par courtoisie pour une connaissance commune, et non parce qu'il avait un réel intérêt pour le cabinet de Tyler. Tout ce que je savais, c'était qu'il avait pris ma défense quand personne d'autre ne l'avait fait, y compris moi-même. Cela n'avait pas toujours été ainsi entre Tyler et moi. Ou peut-être que si, et je ne l'avais simplement pas reconnu. Quand nous nous étions rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun, il s'était montré charmant et attentionné, prompt aux compliments et généreux de son temps. J'avais 22 ans, je sortais tout juste de l'université, j'avais hâte de commencer ma vie d'adulte et j'étais flatté par l'attention d'un homme beau et ambitieux de 3 ans mon aîné. Les signaux d'alerte étaient là dès le début, mais j'avais choisi de les interpréter comme des excentricités plutôt que comme des avertissements, sa façon de corriger mes opinions devant les autres en prétendant me guider, les blagues à mes dépens qu'il qualifiait de marques d'affection, l'érosion graduelle de ma confiance à travers 1000 petites entailles, chacune assez mineure pour être ignorée, mais dévastatrice dans leur accumulation. Au moment où nous nous étions fiancés, j'avais perdu de vue qui j'étais avant lui. J'étais devenu une version de moi-même optimisée pour son approbation, quelqu'un qui anticipait ses humeurs et s'ajustait en conséquence, qui avait appris à se ratatiner dans le plus petit espace possible juste pour éviter le conflit. Ma famille vivait à 2 heures de là, dans une petite ville, et bien qu'il n'ait jamais critiqué Tyler directement, je sentais l'inquiétude de ma mère dans son regard lors de mes visites. Ma meilleure amie, Gabrielle, avait été plus directe, me disant après l'annonce des fiançailles qu'elle craignait que je ne disparaisse dans cette relation. J'avais balayé ses inquiétudes, défendant Tyler avec les arguments rodés de celle qui se ment à elle-même depuis des années. Il est juste intense, disais-je. Il est exigeant. Il me pousse à être meilleur. Mais être poussé à être meilleur et être rabaissé ne sont pas la même chose. Et quelque part en chemin, j'avais cessé de faire la différence. L'allergie avait toujours été un point de discorde particulier. Tyler venait d'une famille où la maladie était perçue comme une faiblesse, où les plaintes physiques étaient accueillies par le dédain plutôt que par la sympathie. Quand je lui avais parlé pour la première fois de mon allergie aux crustacés, il avait ri et m'avait demandé si j'étais sûr de ne pas être simplement difficile. Avec le temps, son scepticisme s'était transformé en une incrédulité totale, et il s'était donné pour mission de prouver que j'exagérais, sinon que je mentais purement et simplement. Il y avait eu d'autres incidents avant ce soir-là, bien que moins publics ou dangereux. Une fois, il avait commandé des croquettes de crabe en entrée et avait essayé de m'en faire manger une bouchée avant que je ne puisse voir ce que c'était. Une autre fois, il avait suggéré que j'utilisais l'allergie comme excuse pour éviter la cuisine de sa mère, qui aimait préparer des fruits de mer. Chaque fois, je m'étais replié un peu plus sur moi-même, j'avais appris à être hyper vigilante au restaurant et dans les réunions de famille, et j'avais porté le poids d'une lassitude constante comme une pierre sur ma poitrine.
Et maintenant ceci, une humiliation publique devant ses collègues, sous les yeux d'un étranger qui avait percé le masque immédiatement. L'homme assis à côté de moi avait reconnu en quelques minutes ce que j'essayais de nier depuis des années. Tyler ne me respectait pas, Tyler ne me croyait pas, Tyler, l'homme que j'avais accepté d'épouser, avait regardé un bol de soupe qui pouvait me tuer et avait décidé que son amusement valait plus que ma vie. Quand la soirée se termina enfin et que nous rassemblâmes nos affaires pour partir, l'homme s'approcha de moi pendant que Tyler réglait l'addition. « Je vous présente mes excuses si j'ai été indiscret, dit-il doucement. Mais je ne pouvais pas rester assis là et regarder cela sans rien dire. Vous n'avez pas été indiscret, répondis-je. Et j'étais sincère. Merci. J'aurais dû être plus ferme moi-même. Il m'étudia un instant, l'expression illisible. Pour ce que ça vaut, dit-il, vous n'avez pas à vous excuser. Un véritable partenaire ne vous mettrait jamais dans une position où vous devriez défendre votre propre sécurité. Avant que je ne puisse répondre, Tyler apparut à mon coude, sa main se refermant sur mon bras avec un peu plus de pression que nécessaire. On y va, demanda-t-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. J'acquiesçai, me laissant guider vers la sortie. Mais alors que nous sortions dans la nuit fraîche de Charlotte, je jetai un dernier regard en arrière. L'étranger nous regardait partir, son expression toujours indéchiffrable, et je sentis quelque chose s'agiter dans ma poitrine que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. De l'espoir, peut-être, ou le premier murmure de la reconnaissance que la vie que je menais n'était pas celle que je méritais. Le trajet de retour en voiture se fit dans un silence dangereux, le genre de silence qui promettait une tempête une fois les portes closes. La mâchoire de Tyler était contractée, ses phalanges blanches sur le volant. J'étais assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre les lumières de Charlotte défiler, pensant à tout ce qui s'était passé ce soir et à tout ce qui se passait depuis des années. Quand nous arrivâmes enfin à l'appartement que nous partagions, Tyler claqua la porte derrière nous avec une force telle qu'il fit trembler les cadres au mur. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ce soir » exigea-t-il. Je posai mon sac avec précaution, mes mains tremblant légèrement. « Ce que j'ai fait ? Tu m'as fait passer pour un imbécile devant Julian Sterling, dit-il en arpentant le salon comme un animal en cage. Sais-tu qui est cet homme ? C'est le PDG de Crestwood Development. Ce contrat aurait pu lancer ma carrière et il a fallu que tu transformes ça en une pathétique performance de victime. Julian Sterling. J'avais enfin un nom pour l'homme qui m'avait défendu, bien qu'il ne signifiât rien pour moi à ce moment-là. Je ne suivais pas l'immobilier commercial et ne prêtais pas attention aux nouvelles économiques au-delà de ce qui touchait ma propre petite agence. Mais je comprenais à la réaction de Tyler que cet homme était important, que son opinion comptait, et que Tyler était furieux parce que son comportement avait été vu par quelqu'un qu'il voulait impressionner. C'est lui qui a pris la parole, fis-je remarquer calmement. J'ai à peine parlé. Parce que tu restais là avec ton air blessé et pathétique, et il a eu pitié de toi, éructa Tyler. Tu penses que ça me donne une bonne image ? Ma propre fiancée est incapable de comprendre une blague. Je sentis un froid s'installer dans mon estomac. Une blague sur mon allergie qui pourrait m'envoyer à l'hôpital n'est pas drôle, Tyler. Ça n'a jamais été drôle. Oh, c'est reparti, dit-il en levant les mains au ciel. La carte de l'allergie. Tu sais quoi ? Je commence à croire que ce n'est même pas réel. Tu t'en es probablement convaincu juste pour attirer l'attention. L'accusation était si absurde, si déconnectée de la réalité, que je restais momentanément sans voix. J'avais des dossiers médicaux. J'avais un diagnostic de médecin. J'avais une vie entière d'évitement prudent qui m'avait maintenu en vie. Et voilà que l'homme qui était censé m'aimer me disait que la réaction de mon propre corps à une substance potentiellement mortelle était une invention de mon imagination. J'ai des documents, dis-je lentement. Tu as vu mon bracelet d'alerte médicale. Tu sais que je porte un stylo d'épinéphrine. Plein d'hypocondriaques portent ce genre de truc, balaya-t-il. Ça ne veut pas dire que tu en aurais réellement besoin. Tu voudrais tester cette théorie. Les mots sortirent plus durement que prévu, alimentés par une soudaine bouffée de colère qui me surprit. Tu voudrais que je mange quelque chose avec des crustacés là, tout de suite, pour que tu puisses chronométrer le temps que met ma gorge à se fermer. Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de Tyler, quelque chose qui aurait pu être de la honte ou de la peur. Mais cela disparut rapidement, remplacé par son masque habituel d'irritation. « Ne sois pas ridicule, dit-il. Je vais me coucher. On en reparlera demain quand tu te seras calmé. » Il s'éloigna, me laissant seul dans le salon de l'appartement que j'avais aidé à décorer,
entouré de meubles que nous avions choisis ensemble dans une vie qui ressemblait soudain à une prison. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restais assise sur le canapé, enveloppé dans une couverture, rejouant la soirée encore et encore. La façon dont Tyler avait souri en poussant cette soupe vers moi. Les rires nerveux de ses collègues. L'autorité tranquille dans la voix de Julian Sterling lorsqu'il était intervenu. Le regard dans ses yeux quand il m'avait dit que je n'avais pas à m'excuser. Un véritable partenaire ne vous mettrait jamais dans une position où vous devriez défendre votre propre sécurité. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une cloche qu'on ne peut plus faire taire. Je défendais ma sécurité depuis 3 ans, je défendais mon droit d'être cru, je défendais ma propre réalité contre un assaut constant de manipulation et de dénigrement. Et je l'avais fait seul, parce que la personne censée être à mes côtés était celle qui m'attaquait. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient par les fenêtres, je pris une décision qui allait tout changer. Je ne savais pas encore quelle forme prendrait ce changement, mais je savais avec une clarté soudaine et cristalline que je ne pouvais pas épouser Tyler. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui considérait ma survie comme un inconvénient, mes limites comme des obstacles et mon existence même comme quelque chose à modeler et à diminuer pour satisfaire ses préférences. La bague de fiançailles à mon doigt accrocha la lumière du matin, son diamant scintillant d'une beauté qui semblait désormais creuse. J'avais dit oui à cette bague, à cet homme, à cet avenir. Mais dire oui ne signifiait pas que je devais rester. Pour la première fois en 3 ans, je sentis s'agiter quelque chose que j'avais presque oublié, ma propre voix surgissant des profondeurs où je l'avais enterrée, exigeant d'être enfin entendue. Je regardais mes mains, qui tremblaient encore légèrement à cause de la confrontation et de la nuit blanche. Mais sous l'épuisement et la peur, il y avait autre chose qui émergeait, quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Le soleil continuait de se lever sur Charlotte, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Et je restais là à le regarder, sachant que tout était sur le point de changer. Je ne savais juste pas encore à quel point. Les jours qui suivirent ce dîner furent d'une normalité atroce. Tyler se comportait comme si rien d'important ne s'était produit, sa colère de cette nuit-là s'évaporant dans une indifférence désinvolte qui était d'une certaine manière pire encore. Il m'embrassait chaque matin avant de partir au travail, discutait des menus pour le dîner, parlait des activités du week-end, tout en évitant soigneusement de reconnaître ce qui s'était passé au restaurant. C'était comme s'il croyait qu'en refusant d'en parler, il pouvait l'effacer de l'existence. Je continuais de jouer mon rôle dans notre vie commune, mais quelque chose de fondamental s'était brisé en moi. Je remarquais des choses que je m'étais entraîné à ignorer, la façon dont Tyler m'interrompait en plein milieu d'une phrase quand nous étions avec d'autres, les petites critiques déguisées en observations utiles sur mon apparence, mon travail ou mes habitudes, les manières subtiles dont il m'isolait de mes amis et de ma famille, toujours avec des explications rationnelles qui me faisaient culpabiliser d'avoir besoin de contact en dehors de lui. Gabriel m'appela 2 jours après le dîner, ayant deviné à travers nos échanges de messages que quelque chose n'allait pas. Nous nous retrouvâmes pour un café dans une petite boutique du centre-ville, loin de tout endroit où Tyler pourrait nous voir. Il n'avait jamais aimé Gabrielle, il l'appelait une « mauvaise influence », parce qu'elle m'encourageait à avoir mes propres opinions. « Dis-moi ce qui s'est passé », dit-elle, ses yeux sombres perçants d'inquiétude. Alors je lui racontai tout. Pas seulement le dîner, mais les années d'incidents accumulés, l'érosion constante de ma confiance et la façon dont j'avais appris à douter de mes propres perceptions parce que Tyler avait toujours une explication alternative qui faisait de moi le problème. Dire tout cela à haute voix à quelqu'un qui m'écoutait sans me juger était comme percer un abcès qui s'infectait depuis bien trop longtemps. « Béatrice », dit Gabrielle quand j'eus fini, en utilisant la version complète de mon prénom qu'elle réservait aux moments graves. « Ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas ? Ce qu'il a fait à ce dîner aurait pu littéralement te tuer. » Je sais, admis-je. Je l'ai toujours su. Je crois que je ne voulais juste pas le voir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? C'était la question avec laquelle je me battais depuis cette nuit blanche sur le canapé. La réponse était d'une simplicité terrifiante, je devais partir. Mais partir signifiait démanteler une vie que j'avais passé 3 ans à construire. Cela signifiait admettre devant tous ceux qui avaient célébré nos fiançailles que j'avais fait une erreur. Cela signifiait affronter la réalité financière de rompre un bail et de recommencer seul. Cela signifiait affronter Tyler, dont je ne pouvais absolument pas prédire la réaction face à un tel défi. Je ne sais pas encore, dis-je à Gabrielle, mais je ne peux pas l'épouser. Ça, j'en suis certaine. Elle tendit la main par-dessus la table et me serra les doigts. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Tu peux loger chez moi si les choses deviennent compliquées.
3 jours plus tard, je reçus un message inattendu sur mon adresse courriel professionnelle. L'objet disait simplement « Suite du dîner ». Et le nom de l'expéditeur fit bondir mon cœur, Julian Sterling. Je fixai le courriel pendant un long moment avant de l'ouvrir. Une partie de moi craignait que Tyler n'ait orchestré cela, que ce soit un piège, mais le message était direct et respectueux. Mademoiselle Béatrice, j'espère que vous me pardonnerez de vous contacter ainsi. J'ai obtenu vos coordonnées par des canaux professionnels, ce qui peut sembler intrusif, j'en ai conscience. Je souhaitais prendre de vos nouvelles après les événements de jeudi dernier et m'assurer que vous allez bien. Ce qui s'est passé lors de ce dîner m'a marqué, et je me suis senti obligé de m'assurer que vous aviez le soutien nécessaire. Si vous préférez que je ne vous contacte plus, je le comprendrai parfaitement. Mais si jamais vous avez besoin d'aide ou simplement de quelqu'un à qui parler, ma porte est ouverte. Avec respect, Julian Sterling. Je lus le message 3 fois, cherchant des sens cachés ou des arrière-pensées. Mais il n'y avait rien d'autre qu'une inquiétude sincère de la part d'un homme qui avait été témoin d'une scène troublante et voulait savoir si j'allais bien. C'était une chose si simple, une expression si basique de décence humaine, et pourtant cela m'émut presque aux larmes tant cela me semblait étranger. Je ne répondis pas immédiatement. La situation était trop complexe, trop chargée de malentendus potentiels. J'étais encore fiancé à Tyler, je vivais encore dans son appartement, j'essayais encore de trouver comment m'extraire d'une vie devenue une prison dorée. Répondre à un autre homme, même de la manière la plus innocente, me semblait être une trahison de vœux que je n'avais pas encore rompu. Mais je gardais le courriel. Je ne l'effaçai pas et ne l'oubliai pas. Je l'enregistrai dans un dossier nommé « Important », et je me surpris à y revenir tard le soir, quand Tyler dormait et que je restais éveillé, me demandant comment ma vie était devenue une chose à laquelle je devais échapper. Une semaine après le dîner, Tyler rentra du travail avec une nouvelle qui me glaça le sang. Sterling a refusé le projet, annonça-t-il, la voix serrée par une fureur à peine contenue. Tout le cabinet est furieux. Ce contrat valait des millions et il s'est simplement retiré. Et sais-tu ce que son bureau a répondu quand ils ont demandé pourquoi? Je ne voulais pas savoir. Je sentais venir la catastrophe comme une tempête à l'horizon. Ils ont dit qu'il avait des inquiétudes concernant la culture d'entreprise, continua Tyler, ses yeux fixés sur moi avec une intensité dangereuse. Culture d'entreprise. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, Béatrice? À ton avis, qu'est-ce qui lui a donné cette impression? Je n'en sais rien, dis-je prudemment, alors que je le savais parfaitement. C'était ce dîner, dit Tyler en s'approchant. C'est toi, assise là, à me faire passer pour une sorte de monstre devant lui. Il a vu ton petit numéro et a décidé que je n'étais pas quelqu'un avec qui il voulait faire affaire. Ce n'est pas juste, m'entendis-je répondre. C'est toi qui as poussé la soupe vers moi. C'est toi qui m'as traité de mélodramatique devant tout le monde. Je plaisantais. Le mot explosa comme un coup de feu. J'essayais de détendre l'atmosphère et tu as été incapable de jouer le jeu comme une personne normale. Il a fallu que tu restes là avec ton air de chien battu jusqu'à ce qu'un chevalier blanc intervienne pour te défendre. Il était assez près maintenant pour que je puisse sentir l'odeur du whisky dans son haleine, pour que je voie ses mains trembler de rage. Je ne l'avais jamais vu tout à fait comme ça, je n'avais jamais ressenti cette qualité particulière de peur. Il avait toujours été cruel, mais c'était une cruauté contrôlée, calculée et niable. Ici, c'était autre chose. C'était un homme dont le masque glissait, révélant quelque chose de plus laid dessous. Tyler, tu dois te calmer, dis-je en reculant vers la chambre. Ne me dis pas de me calmer. Il m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire des bleus. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as coûté? Ma carrière, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ça parce que tu n'as pas pu supporter une simple blague. Lâche-moi. Ma voix sortit plus stable que je ne l'étais réellement. Tu me fais mal. Pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux, une brève prise de conscience qu'il avait franchi une ligne. Sa prise se relâcha, et je dégageai mon bras, reculant jusqu'à ce que la porte de la chambre soit entre nous. Nous avons fini de parler de ça pour ce soir, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Je vais dormir. On en discutera demain. Je fermai la porte et la verrouillai avant qu'il ne puisse répondre. Puis je m'assis sur le bord du lit, tremblante, fixant les marques rouges que ses doigts avaient laissées sur ma peau. Ce n'était pas une blague qui était allée trop loin. Ce n'était pas une réaction passionnée à une situation stressante. C'était ce que j'avais eu trop peur de nommer pendant 3 ans,
se révélant enfin pleinement. Tyler n'était pas juste dédaigneux, insensible ou difficile. Tyler était dangereux. Je sortis mon téléphone d'une main tremblante et ouvris le message de Julian Sterling. Puis je commençai à taper. Julian, merci d'avoir pris des nouvelles. La vérité est que je ne vais pas bien. Je pense que j'ai besoin d'aide, même si je ne sais pas exactement de quel genre. Seriez-vous prêt à me rencontrer pour un café? J'ai des choses à mettre au clair, et parler à quelqu'un d'extérieur à la situation pourrait m'aider. Béatrice. J'envoyai le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis j'éteignis mon téléphone, me mis en boule sur le lit et attendis que le matin vienne. Le café suggéré par Julian se trouvait dans un quartier de Charlotte que je fréquentais rarement, un endroit calme loin des centres d'affaires où Tyler menait ses activités. J'arrivais 15 minutes en avance, les mains serrées autour d'une tasse de thé que j'étais trop nerveuse pour boire, surveillant la porte avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Quand il entra, je le reconnus immédiatement, bien qu'il ait l'air différent en tenue décontractée par rapport au costume qu'il portait au dîner plus doux, d'une certaine façon, plus accessible même si ce sens sous-jacent d'autorité tranquille demeurait. Il m'aperçut et s'approcha, son expression chaleureuse mais prudente. « Merci d'avoir accepté de me voir, dis-je lorsqu'il s'assit. »« Merci de m'avoir contacté, répondit-il. »« Je n'étais pas sûr que vous le feriez. »« Moi non plus, avouai-je. » Nous restâmes en silence un moment, la maladresse de la situation s'installant entre nous. Cet homme était au fond un étranger, quelqu'un que j'avais rencontré une seule fois dans des circonstances terribles. Et pourtant, je l'avais appelé à l'aide parce que je n'avais personne d'autre qui comprenait exactement ce qui s'était passé ce soir-là. « Je veux être clair sur un point, dit enfin Julian. Je ne suis pas ici avec des attentes ou des intentions cachées. J'ai vu quelque chose qui m'a troublé et je voulais m'assurer que vous alliez bien. C'est tout. J'apprécie cela, dis-je. Et je devrais probablement vous dire la vérité, puisque vous semblez être quelqu'un qui accorde de la valeur à l'honnêteté. Je pris une profonde inspiration. Je quitte mon fiancé ou j'essaie de trouver comment le quitter. Ce dîner n'était que le dernier épisode d'un long schéma de comportement pour lequel je me suis cherché des excuses, et j'ai fini par réaliser que je ne pouvais plus faire ça. Julian m'écouta sans m'interrompre pendant que je décrivais la situation dans les grandes lignes, en veillant à ne pas partager trop de détails intimes, mais en étant assez honnête pour qu'il comprenne pourquoi je l'avais contacté. Quand j'eus fini, son expression était grave. « Je suis désolé que vous ayez vécu cela, dit-il. Et je suis heureux que vous ayez pris la décision de partir. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider dans ce processus, je veux que vous sachiez que ma proposition est sincère. » Pourquoi? La question sortit avant que je ne puisse l'arrêter. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi vous impliqueriez-vous dans une telle histoire? Julian resta silencieux un instant, et je vis quelque chose changer dans son regard, quelque chose de personnel et de douloureux qu'il hésitait à partager. Ma sœur a vécu une relation comme la vôtre, finit-il par dire. C'était il y a 15 ans. Elle lui cherchait des excuses, elle aussi. Elle se persuadait que ce n'était pas si grave, qu'elle exagérait. Au moment où elle a compris qu'elle devait partir, c'était devenu de la violence physique. Elle a survécu, mais de justesse, et j'ai passé des années à regretter de ne pas en avoir fait plus, de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas l'avoir aidé à s'en sortir avant d'en arriver là. Ces paroles restèrent suspendues entre nous, lourdes de sens. Alors, quand j'ai vu ce qui se passait lors de ce dîner, continua-t-il, quand j'ai vu votre fiancé mépriser votre sécurité comme si ce n'était rien et que tous les autres à table restaient silencieux, je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. Je ne pouvais pas être l'un de ceux qui voient les signaux d'alerte et ne bougent pas, je sentis les larmes me monter aux yeux, inattendues et malvenues. Je ne suis pas votre sœur, dis-je doucement. Vous ne me devez rien. Je sais, acquiesça-t-il. Mais parfois, on aide les gens à cause de ce que nous sommes, pas à cause de ce qu'ils sont. Vous m'avez semblé être quelqu'un qui avait besoin qu'on lui rappelle que sa réalité est valide, que vous méritez d'être cru et qu'il y a des gens dans le monde qui prendront votre défense quand vous ne pouvez pas le faire vous-même. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux que vous sachiez que c'est la vérité. Nous parlâmes pendant encore 2 heures ce matin-là. Pas de Tyler, pas de la sœur de Julian, mais de choses ordinaires, nos villes d'origine, la musique que nous aimions, les livres que nous lisions. C'était la conversation la plus détendue que j'ai eue depuis des années, libérée de la vigilance constante à laquelle j'étais habitué avec Tyler, ce contrôle permanent de mes paroles pour éviter de déclencher son mécontentement. Au moment de nous séparer, Julian me tendit une carte de visite.
Mon numéro de portable est au dos, dit-il. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, n'hésitez pas à m'appeler, même si c'est juste pour parler. Je rangeai la carte dans mon portefeuille à côté de la photo de mes parents que je portais depuis l'université. Puis je rentrai chez moi pour commencer le terrifiant processus de reconquête de ma vie. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un flou de planification minutieuse et de préparatifs silencieux. Je contactai une avocate recommandée par Gabrielle, une spécialiste de l'aide aux personnes quittant des situations domestiques difficiles. Je commençai à déplacer discrètement mes biens les plus précieux chez mon ami, quelques objets à la fois pour que Tyler ne remarque rien. J'ouvris un compte bancaire à mon seul nom et commençai à y transférer mes dépôts directs au lieu du compte joint auquel Tyler avait accès. Pendant tout ce temps, j'échangeais des messages périodiques avec Julien. Rien de romantique, rien de déplacé, juste de brefs échanges où il me demandait comment j'allais et m'offrait un soutien pratique. Il me mit en contact avec une amie travaillant dans l'aide aux victimes, qui m'aida à comprendre mes options et à élaborer un plan de sécurité. Il ne fut jamais insistant, ne me fit jamais me sentir redevable, il resta simplement une présence stable à la périphérie de ma vie de plus en plus chaotique. Tyler, de son côté, devenait plus instable au fil des jours. L'échec du projet Crestwood avait entamé son prestige au cabinet, et il m'en tenait rigueur avec une haine croissante. Les attaques verbales s'intensifièrent, bien qu'il fît attention à ne plus me brusquer physiquement après cette nuit-là. Il semblait comprendre, à un certain niveau, qu'il s'était trop révélé et qu'il devait maintenir une façade de normalité, mais le mal était fait. Je le voyais clairement désormais, dépouillé des excuses et des justifications dont je l'avais enveloppé pendant des années. Et une fois qu'on voit vraiment quelqu'un, on ne peut plus ignorer. 2 semaines après le dîner, je passais à l'action. Tyler était au travail, s'attendant à rentrer pour une soirée normale vers une fiancée qui était rentrée dans le rang après sa rébellion temporaire. Au lieu de cela, il rentra dans un appartement vide, trouva une lettre sur le comptoir de la cuisine et une bague de fiançailles qui ne représentait plus rien qui vaille la peine d'être gardée. La lettre était brève. Je lui annonçai que la relation était terminée, que je ne souhaitais ni en discuter ni revenir sur ma décision, et que tout contact futur devait passer par mon avocate. Je ne lui donnai aucune explication et ne justifiai pas ma décision. Il ne méritait pas d'explication, et je ne ressentais plus le besoin d'en fournir. Cette nuit-là, je dormis chez Gabrielle, d'un sommeil profond pour la première fois depuis des années. Tyler essaya de m'appeler 17 fois. Je bloquai son numéro sans écouter un seul message vocal. Quoi qu'il ait à dire, cela ne me concernait plus. Dans les semaines qui suivirent, je commençai à me reconstruire. Je trouvai un petit appartement à moi, le décorai avec des objets qui me plaisaient sans me soucier de ce que d'autres en penseraient. Je me jetai à corps perdu dans mon travail, obtenant une promotion que Tyler avait toujours jugée improbable à cause de mes, soi-disant limites. Je renouai avec des amis dont je m'étais éloigné et reconstruisis les relations qui s'étaient étiolées sous le poids de son contrôle. Et quelque part au milieu de toute cette reconstruction, quelque chose d'inattendu se produisit. Julien et moi continuâmes à nous parler. Ce qui avait commencé comme un soutien de crise évolua en amitié, et l'amitié s'approfondit peu à peu pour devenir quelque chose de plus. Ce ne fut pas une romance éclair ou une déclaration de sentiments dramatiques. Ce fut lent et constant, construit sur une base de respect mutuel et d'intérêt sincère, 2 personnes apprenant à se connaître à travers la conversation et l'expérience partagée, plutôt qu'à travers de grands gestes et une passion de façade. 3 mois après avoir quitté Tyler, Julien m'invita à dîner. Pas pour un café, pas pour un déjeuner, mais pour un dîner dans un restaurant qu'il adorait, le genre d'invitation porteuse d'une signification tacite. Je veux être clair sur une chose avant que tu ne répondes, dit-il en m'invitant. Je sais combien c'est compliqué, vu la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je ne veux jamais que tu te sentes redevable ou que tu penses que je t'ai aidé avec l'espoir de recevoir quelque chose en retour. Si tu préfères que nous restions en l'état, je le comprendrai parfaitement. Julien, dis-je en souriant pour ce qui me semblait être la première fois depuis longtemps. J'adorerais dîner avec toi. Le soir de notre premier vrai rendez-vous, je portais une robe que j'avais choisie pour moi-même d'un bleu profond que Tyler aurait critiqué comme étant trop audacieux ou trop voyant. Je me maquillais comme j'aimais le faire et me coiffais sans me soucier de savoir si cela correspondait aux standards de quelqu'un d'autre. Je me regardais dans le miroir et vis quelqu'un avec qui j'étais en train de faire connaissance, moi-même. Julien vint me chercher à 7 heures et nous conduisit dans un restaurant surplombant la ville. Charlotte s'étendait sous nos pieds comme une galaxie d'étoiles terrestres. Nous parlâmes et rîmes et partageâmes des plats sans un seul moment d'anxiété,
sans cette vigilance constante et épuisante à laquelle j'avais été si habitué. Quand il m'interrogea sur mon allergie, ce fut avec une inquiétude sincère, s'assurant que rien sur le menu ne me causerait de problème, et je sentis les larmes me monter aux yeux devant la simple gentillesse d'être cru. Tu sais, dis-je en finissant notre repas, ce fameux soir du dîner, j'ai vraiment cru que j'allais devoir manger cette soupe. J'étais tellement conditionné à simplement suivre ce que Tyler voulait. Si tu n'avais pas pris la parole, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Julian tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Tu aurais fini par trouver la solution. Tu es plus forte que tu ne le penses. Mais je suis heureux d'avoir été là quand tu as eu besoin que quelqu'un s'exprime. Moi aussi, dis-je. Moi aussi. En quittant le restaurant ce soir-là, je ressentis une légèreté que j'avais presque oubliée. La femme qui était assise à cette table de dîner il y a quelques mois, trop effrayée pour parler pour elle-même, semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. À sa place se trouvait quelqu'un qui apprenait, lentement mais sûrement, ce que signifiait être aimé par quelqu'un qui la respectait totalement. Julian me raccompagna et nous restâmes un moment sur le pas de ma porte, l'air frais de Charlotte tourbillonnant autour de nous. Il n'essaya pas de m'embrasser ou de me presser. Il me regarda simplement de ses yeux gris et calmes et dit « Merci de m'avoir fait assez confiance pour dîner avec moi ce soir. Je sais combien il doit être difficile de s'ouvrir à nouveau après tout ce que tu as traversé. C'est de plus en plus facile, avouai-je, surtout avec toi. » Il sourit ce sourire chaleureux et sincère que je commençais à avoir hâte de voir. Bonne nuit, Béatrice. Bonne nuit, Julian. Je le regardai partir, puis j'entrai et m'appuyai contre ma porte, lâchant un soupir que je ne savais pas avoir retenu. Quelque chose commençait ici, quelque chose qui semblait complètement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas peur de la suite. Les mois qui suivirent furent une révélation. Je découvris ce que c'était que d'être dans une relation avec quelqu'un qui me respectait, qui m'écoutait quand je parlais et qui me croyait quand je lui racontais une expérience personnelle. Julian et moi construisîmes quelque chose ensemble qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu avec Tyler, un partenariat d'ego plutôt qu'une lutte de pouvoir avec un gagnant prédéterminé. Ma carrière s'épanouit. Mes amitiés se renforcèrent. Ma relation avec ma famille, tendue par des années d'interférences subtiles de Tyler, commença à guérir. Et à travers tout cela, je gardais en moi le souvenir de ce moment lors du dîner, ce moment où tout avait changé, quand la voix d'un étranger avait percé le vacarme et m'avait rappelé que ma sécurité importait. 6 mois après avoir quitté Tyler, je le croisais au centre-ville. Je sortais d'une réunion avec un client, me sentant confiante et capable d'une manière qui aurait été impossible quand nous étions ensemble. Quand je le vis arriver en sens inverse, il me parut diminuer plus petit que dans mes souvenirs bien que physiquement il fût exactement le même. Son visage passa par une série d'expressions complexes quand il me reconnut, la surprise, puis la colère, puis quelque chose qui aurait pu être du regret. Il ouvrit la bouche pour parler, peut-être pour s'excuser, m'accuser ou exiger des explications sur mon départ soudain. Je ne lui en laissai pas l'occasion. Je passai devant lui sans ralentir, sans même accuser réception de sa présence, comme s'il était un inconnu que je n'avais jamais rencontré. Parce que, d'une certaine manière, il l'était. L'homme que je pensais connaître, l'homme que j'avais accepté d'épouser n'avait jamais vraiment existé. Il était une fiction que j'avais construite pour donner un sens à des comportements inexcusables, une histoire que je m'étais racontée pour éviter d'affronter une vérité insupportable. La vérité était plus simple et plus brutale, j'avais été avec quelqu'un qui considérait mon existence comme un inconvénient, qui valorisait sa fierté plus que ma vie, et qui m'aurait laissé consommer du poison plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Et j'avais enfin trouvé la force de partir. Ce soir-là, je retrouvai Julian pour dîner dans notre restaurant préféré, celui de notre premier rendez-vous officiel. Au fil des mois, c'était devenu notre endroit, un lieu où nous célébrions nos succès et discutions de nos défis, où nous construisions le genre d'intimité qui naît d'une présence constante plutôt que de grands gestes romantiques. J'ai vu Tyler aujourd'hui, lui dis-je alors que nous nous installions. L'expression de Julian vira à l'inquiétude. Est-ce que ça va? Je vais plus que bien, dis-je, et je le pensais vraiment. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni peur, ni attachement persistant, juste rien. C'est comme s'il était un personnage d'une histoire lui il y a longtemps, quelqu'un qui est arrivé à une autre personne. C'est bien, dit Julian, se détendant légèrement. Ça veut dire que tu as guéri. Oui, acquiesçai-je. Et tu sais quoi d'autre? Je te dois une grande partie de cette guérison.
Pas parce que tu m'as sauvé ou secouru, mais parce que tu m'as rappelé, à un moment où je l'avais oublié, que je méritais d'être cru, que ma réalité était valide, que je n'étais pas mélodramatique, difficile ou trop. J'étais juste quelqu'un en danger qui avait besoin d'aide. Julien sourit de ce sourire chaleureux et sincère que j'avais appris à aimer. Tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un te dise ces choses-là, Béatrice. Tu les savais déjà. Parfois, on a juste besoin que quelqu'un d'autre les dise tout haut pour pouvoir les entendre à nouveau. Il avait raison, bien sûr. La force que j'avais trouvée pour quitter Tyler, pour reconstruire ma vie et pour m'ouvrir à nouveau à l'amour avait toujours été en moi. Elle était simplement restée enfouie sous des années de manipulation et de doute, attendant le bon moment pour émerger. Ce moment était arrivé un banal jeudi soir lors d'un dîner formel avec des gens que je ne connaissais pas, quand un homme que je n'avais jamais rencontré avait regardé un bol de soupe et l'avait reconnu pour ce qu'il était, un test de ma valeur, un mépris de ma sécurité, un symbole de tout ce qui n'allait pas dans la vie que je menais. Et il avait pris la parole. Non pas pour me secourir, ni pour me revendiquer, ni pour se poser en héros d'une histoire qui n'était pas la sienne. Il avait pris la parole parce que c'était la chose juste à faire, parce que rester silencieux l'aurait rendu complice d'une chose qu'il jugeait inacceptable. Ce simple acte de courage avait tout changé. Non pas parce qu'il avait résolu mes problèmes ou réparé ma vie, mais parce qu'il m'avait rappelé que je valais la peine d'être défendu. Et armé de cette certitude, j'avais trouvé le courage de me défendre moi-même. À mesure que notre lien s'approfondissait au cours de ces mois de conversation, de patience et d'admiration mutuelle, je compris ce qu'était une véritable attention quand elle n'exigeait jamais que je prouve la réalité de ma douleur. Julien n'a jamais remis en question mon allergie. Il apprit les noms des protéines auxquelles je réagissais, fit des recherches sur les risques de contamination croisée et garda un auto-injecteur d'épinéphrine d'urgence dans son appartement, au cas où. Quand nous dînions dehors, il posait au serveur des questions détaillées sur les ingrédients et les méthodes de préparation, non pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il voulait m'aider à rester en sécurité. Le contraste avec Tyler était saisissant. Là où Tyler voyait mon allergie comme un inconvénient, une fabrication destinée à attirer l'attention qu'il fallait contester et réfuter, Julien la voyait simplement comme une partie de ce que j'étais, quelque chose à respecter et à prendre en compte sans question ni plainte. C'était une expression si élémentaire de sollicitude, et pourtant cela comptait énormément pour moi parce que j'en avais été privé pendant si longtemps. Un soir, environ 8 mois après le dîner qui avait changé ma vie, Julien et moi nous promenions sur le front de mer à Charlotte, regardant le soleil se coucher sur la ville. L'air était chaud et parfumé par les fleurs printanières, et je ressentais un sentiment de paix profonde que je n'aurais jamais cru possible. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda Julien, sa main serrant la mienne. « Bien sûr. Je crois que j'ai su, ce soir-là au dîner, que tu étais quelqu'un de spécial. Pas de façon romantique, pas alors, mais il y avait quelque chose dans ta façon de te tenir, même sous cette pression. Tu avais peur, tu étais blessé et manifestement dans une situation impossible, mais il y avait cette volonté d'acier en toi. Je voyais que tu finirais par t'en sortir. Je voulais juste aider à accélérer le processus. Je m'arrêtais de marcher et me tournais vers lui. Qu'est-ce qui t'en rendait si sûr ? Parce que j'ai vu la façon dont tu l'as regardé quand il a poussé cette soupe vers toi, dit Julien. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui allait accepter ce traitement pour toujours. C'était le regard de quelqu'un qui était enfin en train de réaliser à quel point les choses avaient dérapé. Je voulais juste te donner la permission de faire confiance à ce sentiment. Tu l'as fait, dis-je doucement. Plus que tu ne le penses. Nous restâmes là un long moment, les lumières de la ville commençant à scintiller autour de nous, et je sentis quelque chose se mettre en place en moi. Voilà ce que l'amour était censé être, sûr, chaleureux, stable et vrai. Pas une anxiété et une vigilance de tous les instants, pas des tests et des épreuves sans fin, pas l'érosion graduelle de soi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide conçue pour plaire à quelqu'un d'autre. Je t'aime, dis-je, les mots sortant avant même que j'aie consciemment décidé de les prononcer. Je sais que ça ne fait que 8 mois que tout s'est passé. Et je sais que ça peut paraître rapide. Mais je t'aime, Julien. J'aime qui tu es, j'aime qui je suis quand je suis avec toi et j'aime la vie que nous construisons ensemble. Le visage de Julien s'illumina d'un sourire si radieux qu'il me fit mal au cœur. Je t'aime aussi, Béatrice. Je t'aime depuis un bon moment déjà, mais je ne voulais pas le dire trop tôt. Je voulais m'assurer que tu saches que c'était réel, que ce n'était pas juste de la reconnaissance, ou un rebond, ou n'importe laquelle de ces choses que les gens pourraient imaginer vu notre rencontre. Ce n'est rien de tout cela, l'assurai-je. C'est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie.
Il m'attira contre lui, et nous restâmes là, enlacés, tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon et que les étoiles commençaient à apparaître. Je pensais à tous les chemins qui m'avaient mené à ce moment, toute la douleur, la peur et le doute. Et je réalisais que je ne changerais rien, parce que chaque étape, même les plus dures, m'avait conduite ici, vers un homme qui me voyait clairement et aimait ce qu'il voyait, vers une vie qui était enfin, authentiquement, la mienne, vers un avenir que je pouvais attendre avec impatience au lieu de le redouter. La femme que j'étais un an auparavant n'aurait pas cru cela possible. Elle avait été si rabaissée, si convaincue qu'elle ne méritait pas mieux, si enfermée dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour elle. Mais cette femme était partie désormais, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage, quelqu'un qui connaissait sa valeur et refusait de se contenter de moi. Et tout avait commencé avec un bol de soupe et un étranger qui avait refusé de se taire. En regardant en arrière maintenant, je vois que le moment où mon fiancé a essayé de tester mon allergie a été le moment où ma vie s'est scindée en deux. Un chemin s'étirait vers plus de la même chose, une vie de dénigrement et de doute, à défendre constamment mon droit d'exister tel que j'étais. L'autre chemin menait ici à ce moment, à cette vie, à cet amour. J'ai choisi le second chemin, et cela a tout changé. L'histoire de Tyler ne s'est pas bien terminée. Sans moi pour absorber ses frustrations et maintenir l'illusion de stabilité, son comportement est devenu de plus en plus erratique. Moins d'un an après notre rupture, il a été licencié de son poste au cabinet d'architecture après un incident lors d'une réunion client. Quelque chose à propos d'une perte de sang-froid alors qu'on l'interrogeait sur un défaut de conception, il a dit des choses irréparables à des gens qui n'allaient pas les oublier. Le cabinet avait déjà été affaibli par la perte du contrat Crestwood, et l'explosion de Tyler a été la goutte d'eau. On lui a demandé de démissionner discrètement, sa carrière prometteuse ayant déraillé à cause des traits de caractère qu'il avait toujours cachés derrière son charme et son ambition. Aux dernières nouvelles, par des connaissances communes, il a déménagé dans une autre ville et travaille dans un cabinet beaucoup plus petit pour un salaire et un prestige bien moindre. Le « Golden Boy » s'est éterni, et aucun polissage ne pouvait lui rendre son éclat. Je ne ressentis aucune satisfaction devant sa chute, ni vindicte, ni schadenfreude. Je ne ressentis que du soulagement de ne plus être là, de ne plus être la cible de ses frustrations, de ne plus avoir à me diminuer pour ménager son ego. Tyler s'était fait ça tout seul, et j'étais enfin libre de ne plus me soucier des conséquences de ses choix. Mon histoire, en revanche, ne faisait que commencer. Un an après avoir quitté Tyler, je fus promu graphiste senior dans mon agence. J'avais un partenaire qui m'aimait, des amis qui me soutenaient et une famille fière de la femme que j'étais devenue. J'avais reconstruit tout ce que Tyler avait essayé de démanteler. Et je l'avais fait non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en m'autorisant enfin à être celle que j'avais toujours été. Julien et moi avons emménagé ensemble cet automne-là, trouvant un magnifique appartement avec vue sur la ville. Chaque matin, je me réveillais aux côtés de quelqu'un qui me faisait me sentir en sécurité et estimé, quelqu'un qui ne m'a jamais fait douter de la validité de mes expériences. Nous cuisinions ensemble, parlions de nos journées et faisions des projets pour un avenir qui ne m'emplissait plus d'effroi. Un soir, alors que nous étions assis sur notre balcon à regarder les lumières de la ville s'allumer, Julien se tourna vers moi avec une expression que je ne lui avais jamais vue, nerveux, plein d'espoir et incroyablement tendre. « Béatrice, dit-il en mettant la main dans sa poche. Je sais que ça peut paraître rapide pour certains, mais dès l'instant où je t'ai vu à ce dîner, j'ai su que tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Chaque jour depuis lors n'a fait que confirmer ce sentiment. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. » Il ouvrit un petit écrin de velours, révélant une bague qui n'avait rien à voir avec celle que Tyler m'avait donnée. Celle-ci était élégante et discrète, choisie avec soin et intention, un symbole de partenariat plutôt que de possession. « Veux-tu m'épouser » demanda Julien, sa voix stable mais ses yeux brillants d'espoir. Je regardais l'homme devant moi, cet homme qui avait pris la parole quand personne d'autre ne l'avait fait, qui m'avait cru quand j'avais cessé de me croire moi-même, et qui m'avait montré ce qu'était censé être l'amour. Et je sus avec une certitude absolue quelle serait ma réponse. « Oui, » dis-je, les larmes coulant sur mon visage. « Oui, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à mon doigt, et nous nous serrâmes l'un contre l'autre tandis que les étoiles tournaient au-dessus de nos têtes, deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables et qui avaient construit quelque chose de magnifique à partir des décombres de ce qui avait été. Le voyage entre cette table de dîner et ce moment présent avait été difficile, douloureux et transformateur. Mais je ne les changerais pour rien au monde, parce que parfois, les pires expériences de nos vies deviennent les portes d'entrée vers les meilleures. Et parfois,
un bol de soupe poussé sur une table devient le catalyseur d'un changement total. Je suis reconnaissante chaque jour pour ce moment de clarté, pour le courage qu'il a fallu pour agir, et pour l'amour que j'ai trouvé de l'autre côté. La femme qui était assise à cette table, trop effrayée pour s'exprimer, a été remplacée par quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse d'accepter moins que ce qu'elle mérite. Cette femme, c'est moi. Et en regardant mon parcours, du silence à la force, de la peur à l'amour, je réalise que la vengeance que j'ai obtenue n'était pas du tout contre Tyler. C'était contre chaque voix qui m'a dit que j'étais trop sensible ou mélodramatique. Ma vengeance a simplement été de vivre bien, de façon authentique, et entièrement selon mes propres termes. Ma vie, enfin, m'appartient.